الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. D'abord, je vous remercie, chers camarades, je dirais camarades et frères et sœurs aussi, vu vraiment l'importance que vous donnez à cette journée et l'importance que vous me donnez en tant que Lamine Diouf. Je ne me donne pas le standing, le privilège de m'appeler Mouche Diouf, mais je me dis toujours Lamine Diouf et je suis un parmi vous. Et je le resterai jusqu'à la fin de mes jours, Inch'Allah. Et je pense aussi que voilà, ce plaisir est partagé, vu vraiment l'excellence avec laquelle vous avez pu faire vraiment cette présentation, pour dire que ok, c'est une joie qui me va droit au cœur et je vous en remercie davantage. Encore un grand merci à notre doyen, je l'appelle doyen. D'habitude, je ne le dis pas ça, au grand, c'est ce que je dis d'habitude parce que je suis conscient de son engagement et vraiment de l'amour qu'il a pour les îles et plus particulièrement pour les villages de la commune de Djirnda. On a eu à partager l'épée ensemble quand il s'agit d'aller au front, de se battre rien que pour vraiment l'émergence des îles du Saloum et plus particulièrement de notre commune qui est Djirnda. Il ne fait pas la distinction entre les villages, à savoir que celui-ci est de Moundé ou bien que l'autre est de Ngadior ou de Djirnda. Et vraiment, c'est une chose à magnifier. Le président aussi, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur toi, mais comme le disent les sages, ya sam roga he fabat ya samitam ku ha injema meke rek teref ka andone hanare fo njiriñ na fop na barke ongol ko ronge ka andone teni def. Aussi voilà, monsieur Doudou, l'ancien président de l'ARIS, avec qui j'ai toujours travaillé dans le cadre des activités de l'amicale qu'il tenait souvent chez moi au CFPC, lycée de la Fosse, et aussi un camarade de guerre, Abdou Thior, pour juste essayer de présenter de manière plus détaillée, voilà, ceux avec qui je suis sur le présidium aujourd'hui. Monsieur le Président, je pense que le thème a été bien choisi. Voilà, parce que étant toujours étudiant, je le dis, je suis toujours étudiant. Déjà, l'avantage que j'ai par rapport à mes anciens camarades de promotion, c'est que si vraiment j'ai bonne mémoire, je suis le seul à exercer à quelques mètres de la fac. Voilà, je suis là derrière vous au lycée de la Fosse, au complexe de la Fosse, et plus particulièrement au centre de formation professionnelle commerciale. Voilà, c'est là où vous voyez parfois les étudiants en sortant de l'école ou bien en entrant de l'école avec des uniformes jaune-noir. Voilà, des étudiants conformes en transit, GECAL, c'est-à-dire gestion de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique, en commerce international, bureautique, comptabilité et tout. Et là, j'y suis comme prof d'anglais. Voilà, pour faire juste une brève présentation de ma personne. La situation sociale des étudiants des îles d'Issaloum à Dakar, et plus particulièrement le cadre des étudiants de la commune de Djirnda. Je pense quand Aboubacar est venu me rencontrer à l'école pour m'en parler, voilà, je m'étais déjà vu comme étant, ou bien même faisant partie, je dirais, de cette situation, parce que même si je ne le vis pas directement, je le vis indirectement au quotidien. Voilà. D'abord, en quittant la banlieue pour venir travailler, les souvenirs me reviennent tout le temps. Parce que je partage le véhicule avec pas mal d'étudiants qui sont dans les mêmes conditions dans lesquelles j'étais, voire même pire. Et ils parviennent quand même à tenir le coup. C'est pour dire que voilà, c'est pas facile.
Mais je pense qu'on peut faire avec. Parce que, comme le disent les Sénégalais, le métier gorlédar. Et puis, un bon Nyominka, un bon étudiant originaire de la commune de Djirnda, je pense que vous êtes très bien, je dis bien très bien préparé pour pouvoir quand même surmonter tous les obstacles qui vont se dresser devant vous. Parce que le milieu déjà nous montre réellement comment est-ce qu'il faudrait se tenir si toutefois il y a des obstacles. Parce que nous vivons dans une zone qui est très enclavée et malgré tout, on se déplace comme on veut, on vit comme on veut, voire même mieux que ceux qui vivent en ville. Pour dire que, voilà, il y a des avantages qui sont même jusqu'à maintenant pas exploités à l'heure au niveau qu'il faut. Voilà. Donc, allant directement au thème, on a dit la situation des étudiants des îles du Saloum à Dakar, la situation sociale, plus précisément, et en particulier le cas des étudiants de la commune de Djirnda. Et voilà ce thème, je m'en vais juste le diviser en deux principales parties, c'est-à-dire qu'après avoir fait l'introduction, je m'attaquerai au premier point, ou bien même au grand 1, si je peux m'exprimer ainsi, pour parler de la vie des étudiants au sein du campus social de l'université. Et en deuxième point, la vie estudiantine en dehors du campus social de l'université. La dernière partie sera, si Dieu le veut bien, la conclusion. Et là, pour reprendre l'analogie de David Colomb, en 1997, lui, il disait que être étudiant, c'est faire des études sans travail. Et nous tous, nous en sommes conscients. Nous, notre métier, c'est étudier. On est payé pour étudier. On n'est pas payé, mais on étudie aussi. Parce qu'il y a certains parmi vous, si je dis payé pour étudier, il y a certains qui, à la fin du mois, même n'étant pas fonctionnaire, n'étant pas employé quelque part, perçoivent quand même une petite somme avec laquelle ils parviennent à subvenir à leurs besoins. On est payé pour étudier, comme certains sont là à étudier malgré qu'ils ne sont pas payés. Ok? Et là, on voit que cette profession se fait à la base d'un emploi du temps très scandé, au rythme d'une organisation du temps qui est aussi propre. C'est-à-dire que le calendrier universitaire n'est pas le même que celui social. Parce que c'est là où on voit une année scolaire ou bien une année universitaire qui commence en novembre pour se terminer au mois d'août, septembre. Okay? Pour dire que là, vraiment, le calendrier n'est pas fixe. Et que, voilà, c'est quelque chose qui a forcément un impact sur les conditions de vie des étudiants. Ok, et là on voit qu'en effet, malgré tout l'investissement qu'on fait au quotidien, parce que les études universitaires aussi demandent beaucoup d'investissement, aussi bien humain, matériel que financier. Ok, et malgré tout ceci, il est très fréquent, surtout chez nous, les étudiants venant des îles du Saloum et particulièrement de la commune de Djirnda, de constater des particularités dans leurs conditions de vie, dans leur mode d'évolution à l'université. Et voilà. Et ce qui fait que vraiment, il arrive parfois qu'ils font face à des difficultés qui ne leur permettent pas vraiment de s'épanouir et de s'exprimer comme ils le veulent au niveau du milieu universitaire. Ok? Et voilà, donc pour parler un peu de la situation dans laquelle je dirais vivent les étudiants au niveau du campus universitaire, parce que là on voit qu'il y a le campus universitaire mais il y a aussi un autre campus. Ok, et dès qu'on y sera on comprendra mieux de quel campus est-ce qu'il s'agit. On a constaté que ces dernières années le campus universitaire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est devenu un espace surpeuplé, comme l'a si bien dit le président, qui laisse peu de place à l'épanouissement des étudiants. Déjà, dès qu'on obtient le bac, on est dans un autre monde.
Je pense que majoritairement, voilà, nous l'avons vécu parce qu'on a été aussi étudiant avant de devenir ce qu'on est devenu aujourd'hui. Et après l'obtention du bac, on croit que même si le soleil, le ciel tombait, on serait capable de l'arrêter avec ses propres mains. Ok, et je pense que voilà, tout le monde l'a expérimenté et voilà, on sait vraiment de quoi je parle. Vu le grand nombre d'étudiants dont les conditions sociales ici à l'université ne permettent pas d'avoir un logement dans les alentours, c'est-à-dire ici on voit des étudiants aisés qui, quand ils viennent, ils ne désirent même pas de vivre au sein du campus universitaire. Mais qui sont-ils? Sont-ils de la commune de Djirnda? Non, ils sont d'autre part. Et là on en voit des étudiants qui, ou bien même un étudiant qui peut à lui seul louer une chambre aux alentours de l'université et habiter tout seul, s'épanouir comme il veut, faire tout ce qu'il veut dans sa chambre, manger ce qu'il veut, boire ce qu'il veut, sans souci financier ni rien d'autre. Et on voit que concernant les étudiants de Djirnda, en fait de la commune, je dirais, c'est le contraire. Ok, ce qui fait que vraiment pour vivre dans ce milieu qui est le milieu universitaire, ça demande beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement, beaucoup de don de soi-même. Ok, parce que ce n'est pas facile et ça ne l'a jamais été. Peut-être que les années à venir, les générations qui seront là auront mieux que ceux qui sont là aujourd'hui. Ok, et cela fait que le campus social est devenu un foyer d'accueil dont la situation mérite vraiment qu'on parle. Ok, parce que là on voit qu'il y a un surpeuplement et à chaque année on voit une vague d'étudiants, de nouveaux bacheliers qui vient pour encore retrouver sur place une autre vague qui a été là pendant des années et qui jusqu'à présent est toujours là. Donc ça devient un problème vraiment sérieux. Ok, et entre ce surpeuplement et la promiscuité, c'est en effet le destin, comme il l'a si bien dit, et la dignité des étudiants qui se jouent. Oui, c'est leur destin et leur dignité qui se jouent en ce milieu si hostile à l'épanouissement. Et on parlera d'épanouissement aussi bien social que pédagogique. Ok? Donc s'adapter au milieu universitaire et plus principalement au campus n'est pas chose facile pour les étudiants. Parce que là on voit du calvaire des amphis à la promiscuité des chambres du campus social en passant par le menu fâcheux, je dis bien fâcheux, des restaurants. Ok? Les étudiants trouvent toujours des choses à fustiger. Et là on voit que l'université est devenue un milieu de réclamation, un milieu de contestation et même un milieu de lamentation. Les étudiants se lamentent tout le temps parce qu'ils se voient être mis dans des conditions de vie qui ne leur permettent pas vraiment de s'exprimer comme ils le veulent. Ok? Souvent, on voit que les premiers pas à l'université, comme je l'ai tantôt dit, quand on descend à l'université pour la première fois, et il y a toutes les histoires, hein, chacun peut relater son histoire à sa façon. Parce que là, on a vu vraiment des gens, quand ils venaient de débarquer, de descendre à l'université, se croyaient même être, je dirais, à Manhattan, d'autres se croyaient être, voilà, dans les plus grandes universités du monde. Et la première chose à faire, c'était quoi? C'est de prendre une pause. Boy, tu m'as photo. Mpanga mbekin na WhatsApp wala boyaga WhatsApp jege mbekin na Facebook fane goyenga ama ademe nyowa. C'était ça le rêve. Voilà, et on l'a vécu, hein. On l'a vécu. C'est à l'université où on a découvert beaucoup de choses.
beaucoup de choses. Lipton, Yoke Université Ethno Yerit. Et j'en ai un exemple. Le mec, quand il est arrivé pour la première fois, son premier jour, il n'était même pas étudiant. Il a été invité juste pour venir nous rendre visite. Je tairai le nom pour quand même ne pas créer un clash à la sortie de cette salle. Le mec, quand on lui a donné le sachet de Lipton, la première chose qu'il a faite, c'est de détacher le truc. Vous savez, c'est ce qu'il a pris et qu'il a mis dans la tasse. Il a mis de l'eau et a commencé à remuer pour que ça soit vraiment du thé à boire. Et c'était une histoire qu'il n'oubliera jamais. Mais il a quand même appris. Il a quand même appris et cette situation l'a aidé à savoir que prochainement, si on vous sert du Lipton, il y a une autre façon de l'utiliser. Donc c'est juste pour dire que à l'université on apprend tout. On apprend comment vivre en société, on apprend aussi comment se prendre en charge, on apprend comment vraiment se responsabiliser et tout. Et voilà. Donc on voit que souvent les premiers pas, comme je le disais tantôt, en tant qu'étudiant, sont synonymes de déception. Particulièrement à cause des conditions défavorables, surtout dans les amphithéâtres bondés de monde. En 2006, ce sera peut-être lointain pour certains, mais c'est comme si c'était hier pour moi. Quand je suis allé au département d'anglais pour la première fois, parce que chez nous on nous disait toujours que voilà, c'est la Chine populaire. Et cela se justifie aussi par le fait que déjà il y a l'amour de la langue qui fait que tout le monde veut parler anglais pour se dire que voilà, man kana la légui je parle bien anglais. Et c'est une expérience même qu'on vit au niveau du département. Moi personnellement, mon premier cours, quand je suis arrivé, et j'espère qu'il y a même certains qui jusqu'à présent le vivent, j'étais à des... était la suivante. Waouh, garam université, aucune hejang na hamwen bonan tema hanjek nya fi duma. C'était la première interrogation. J'ai quitté le campus pédagogique et je suis revenu à la chambre. Nos grands frères m'ont demandé pourquoi j'ai pas fait cours et je leur ai expliqué la situation. Ils m'ont dit que hier sera pire et que tu es tenu à surmonter tous ces obstacles pour réussir ton séjour ici à la fac, parce que c'est un séjour. Tu n'es pas venu ici pour y habiter. Tu n'es pas venu ici pour passer toute une vie. Et je pense que c'est la mentalité de tout un chacun ici présent pour dire que là, nous sommes en passage, nous sommes en séjour et que le séjour va bientôt se terminer et chacun vaquera à ses autres occupations. D'autres seront des enseignants, d'autres des chercheurs qui vont rester à la fac et d'autres seront autre chose. Ok? Donc, arrivé sur les lieux, on doit sacrifier à une tradition. Et la tradition universitaire, je pense que tout le monde le sait. Et cette tradition est bien ancrée dans l'espace universitaire, là où nous sommes. C'est faire la queue. C'est faire la queue. Supposons, un étudiant qui vient de Girnda, qui vient de Moundé, qui vient de Ngadior, où tu es libre d'aller où tu veux, faire tout ce que tu veux et comme tu le veux. Aujourd'hui tu viens, on dit que voilà, même en allant aux toilettes tu vas faire la queue. C'est problématique. Et c'est la situation que vivent les étudiants au quotidien. Voilà. Pour se doucher, on est obligé de faire la queue.
Pour manger, on est obligé de faire la queue. Pour se soigner même, on est obligé de faire la queue. Ou bien même pour encaisser sa bourse ou l'aide sociale. C'est là où il y a le pire. Ok. Et là, on voit aussi que le fil, parfois, s'étend sur des centaines de kilomètres pour manger. Ça s'étendait sur des centaines de kilomètres. Je ne sais pas si de mettre autant pour manger. Je ne sais pas si maintenant, ok, c'est toujours la même situation concernant les restaurants, parce qu'il y a d'autres restaurants qui ont été ouverts. Peut-être que ça a un peu désengorgé, ok, et que vraiment la situation s'est améliorée. Cela avait fait même que un camarade de promo était parmi les premiers à aller au restaurant. Il allait au resto à 11h. 11h. Parce qu'il ne pouvait pas concevoir le fait d'aller au restaurant, d'être sur la queue pendant 1 heure de temps, rien que pour manger. À 11h, voire même 11h moins, il se pointait à la porte. Et c'est un Gaël. Bien vrai que ce ne sont pas mes cousins à plaisanter. Mais il le faisait si bien. Ok. C'est donc une autre façon de dire que si tu n'as pas la patience de faire la queue, ça risque d'être un problème très sérieux pour soi. Ok. Donc manger nécessite beaucoup d'efforts à l'université. Je dis bien beaucoup d'efforts. Certes, il y a des restaurants où on peut aller manger librement, mais quand même ça demande des moyens. Ça demande des moyens. Déjà, on voit qu'à l'université, pour un sandwich, il te faut 500 francs minimum. Et parfois même la qualité laisse à désirer. Ok. Et le repas, à l'époque c'était 150 francs, maintenant c'est à 100 francs. J'espère bien. C'est effectif, hein? C'est à 100 francs. Voilà. Et parfois même on voit des étudiants qui peinent à avoir ces 100 francs pour aller vraiment avoir quelque chose à mettre dans le ventre. Et si tu n'as pas quelqu'un qui peut te dépanner, tu resteras crevé durant toute la journée, voire même toute la nuit. Ok. Donc c'est juste pour dire que c'est une situation très sérieuse et qui est vraiment très difficile. Cependant, pour un nouveau bachelier qui vient de la commune de Djirnda, où la nature met presque tout à votre disposition, allons par exemple à Moundé. Les gosses, quand ils quittent l'école l'après-midi, la première chose à faire, c'est d'aller à la forêt. Ce qu'ils ont l'habitude de dire, c'est que oui, moi, je vais et parce qu'il y a tout. Au fait, on a pareil. On est en train de deuxième heure. C'est la vie. Et cela, on ne peut pas l'avoir ici à l'université. Donc, ça devient très, très sérieux. Quand on voit que 100 francs pour le repas ou le dîner, on peine à l'avoir. Et parfois, s'il n'y a pas quelqu'un qui va vraiment vous dépanner, là, c'est très compliqué. Ok? Donc, c'est ce qui fait que, particulièrement pour nous, étudiants de la commune de Djirnda et généralement des îles du Saloum, c'est tout un calvaire. Parce qu'on n'a pas l'habitude quand même de vivre des situations de ce genre. Et décourager, certains le sont, mais ils résistent. Et ils sont obligés aussi de faire face à la situation pour trouver une adaptation qui peut mûrir l'espoir de réussir à l'université, qui serait synonyme même, je dis bien synonyme, d'innovateur pour toute une communauté. Parce que chez nous, quand tu réussis, c'est la société. Quand tu réussis, tu ne vas pas seulement rendre service à tes parents, mais tu es obligé de rendre service à toute une communauté. Ce qui fait que vraiment la réussite d'un fils du terroir devient une aubaine pour toute une communauté.
Et c'est cette pression que nous vivons même au quotidien. Ok? Et en tant qu'étudiant, je dis bien, parce que chacun de nous se dit être obligé de réussir. Être obligé de réussir. Parce que c'est ce qui va soulager et votre maman, premièrement, et votre père, et tout le village où vous êtes originaire. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que parfois, si vous allez au village, la première chose que vous disent les sages et même vos aînés, c'est Sadaki Nohyo, nous ne Iyakaru. C'est ce qu'on entend souvent. Et je dirais même tout le temps. Ok? Donc, la précarité de ces conditions de vie a même poussé certains à abandonner la fac dès la première année. Faute de moyens. On abandonne la fac dès la première année. Il y en a plein de cas qu'on a vu ici quand on était à la fac. En première année, tu y viens. C'est pas évident. Déjà, il y a un problème d'adaptation. Il y a un problème de moyens financiers, matériels. Finalement, on risque d'abandonner et de rentrer au village pour aller pratiquer une autre activité qui sera plus lucrative. Voilà. Mais malgré aussi, je dirais, ce début difficile, il y a certains qui parviennent à s'adapter au milieu. Et vous en êtes des exemples. Vous avez été face à des situations très difficiles parce que chacun de nous a une histoire qu'il peut. Il peut même écrire un livre sur sa vie à l'université. Je vous dis bien. Chacun de nous peut écrire un livre sur la vie universitaire. Parce que chacun a une histoire qui lui est propre dans ce milieu. Ok? Et voilà. On voit que certains se battent vraiment pour parvenir à s'adapter au milieu. Et c'est à cet effet aussi que vraiment beaucoup de cadres, à l'exemple des Sadio, à l'exemple des Moussa Thior, à l'exemple des Lamine Ndiaye, à l'exemple des Birama Sarr, des Mahmoud Abdallah Dione et autres, leur ont servi d'exemple. Les Falissa qui sont là. Aujourd'hui, il y a des étudiants, quand ils voient Fali venir à la fac, quand ils voient un Sadio Sarr venir à la fac, ils se disent, voilà, ceci nous encourage. Et il faut qu'on fasse tout ce qui est nécessaire pour être aussi là où ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire réussir notre séjour à l'université, avoir une vie professionnelle qui nous permettra vraiment de nous épanouir autant que possible. Ok? Donc ces gens servent parfois de modèle et moi personnellement c'est des situations que j'ai vécues, voilà, parce que quand on était là et que je voyais par exemple Thior le journaliste Thior de Tialan, il venait souvent nous rendre visite quand on était au pavillon K en 2007. Et vraiment, ça nous encourageait parce que voyant un journaliste des fils des îles du Saloum qui venait parfois nous donner conseil, prendre le thé avec nous avant de rentrer. Et cela se faisait même après l'heure de travail, c'est-à-dire à la descente. Il passait nous voir, discuter avec nous, nous encourager avant vraiment de rentrer chez lui. Et cela était vraiment un coup réconfortant qui nous a fait comprendre que nous aussi, il fallait qu'on se batte pour que demain, on joue le même rôle qu'il est en train de jouer pour nos frères cadets qui seront là. Et là, nous n'ignorons pas aussi qu'au village, je l'ai dit tantôt, avec l'exemplarité des gens que nous avons, votre maman vous dira toujours, je le répète, prends celui-ci en exemple si tu veux réussir ta vie. Parce qu'il sait que la personne dont il ou elle parle a séjourné à la fac, a bien réussi son séjour et maintenant, recruté quelque part où il travaille pour subvenir à ses propres besoins et aux besoins de sa famille. Et si les moyens lui permettent aussi, il essaie de faire autant que possible pour vraiment participer au développement de sa localité. Et voilà, il y a des exemples à ne plus en finir.
Malgré tout ceci, malgré toutes ces difficultés, voilà, il y a certains étudiants, comme je l'ai dit tantôt, qui se battent pour réussir leur séjour, à joindre les deux bouts aussi, et à marquer leurs empreintes. De leurs empreintes, leur passage à l'université est de très belle manière aussi. Revenons un peu au côté du logement. Là, on voit que parfois, nous étudiants des îles Saloum, et plus particulièrement de Girda, nous envions certains concernant le logement. Il faut aussi oser le dire. Dougati quoi. Voilà. C'est une réalité qui est là, et il faut quand même qu'on essaie d'en parler. On voit qu'au niveau de la commune, déjà, pour ce qui est de la fac, du campus social d'université, nos étudiants peinent à avoir une chambre. Là où il faudra se loger et essayer d'héberger certains frères ou bien certaines sœurs. Et cela s'explique aussi par le fait que pour 80 640 étudiants, je ne parle pas des îles, mais de tous ceux qui fréquentent l'université de Dakar, 10 800 lits sont disponibles. 10 800 lits. D'après nos plus récentes recherches, on a vu qu'il y avait 10 800 lits pour 80 640 étudiants. Essayons de faire le ratio pour voir. 8 étudiants par lit, c'est autre chose. Et c'est impossible. Pour des lits sur lesquels, si Badounia est s'allongeait sur un lit, à lui seul, on aurait des problèmes à se coucher sur le même lit que lui. Donc c'est un problème. Donc là on voit que les étudiants qui ont la chance peut-être d'être soutenus, je dis bien la chance d'être soutenus, parce qu'il vous faut un soutien financier qui peut vous permettre, si vous n'êtes pas si vous ne remplissez pas, je dirais, les conditions qui vous permettraient de codifier et d'obtenir une chambre ou bien d'obtenir un lit, il faut bien le dire. Une chambre, je pense, c'est pour les étudiants du 3e cycle, chambre individuelle. Et voilà, souvent on a un lit ou bien même une place dans ce lit. Ok? Donc c'est vraiment une situation qui est critique. Et on voit que si vous n'avez pas les moyens, par exemple ici à la fac, parce que nous l'avons vécu, de se payer une chambre, ou bien de se payer un lit au niveau des chambres, des différents pavillons qui sont là, là ça devient un problème. Et le lit peut coûter jusqu'à 300 000 francs. Je me rappelle, j'ai été président de la commission sociale de l'ARIS. Et j'ai fait face à pas mal de situations de ce genre. Nous avons logé nos étudiants au pavillon N. Et là, ce n'était pas un lit auquel nous avions codifié, mais c'est un lit quand même qu'on avait acheté pour le faire. Voilà. C'est pour dire que si vous n'avez pas les moyens, ça devient critique. Ok? Et on s'était arrangé pour avoir ces 300 000 francs qui nous permettraient quand même d'octroyer cette chambre à nos étudiants. La stratégie viendra. Ok? Donc si on a la chance de codifier une chambre ou bien même une place dans un lit, cette chambre finit par devenir le siège de l'amicale. Je dis bien le siège de l'amicale. Ce qui le justifie, c'est que ces amicales étant des institutions qui sont censées s'assurer des bonnes conditions de vie et d'études de leurs membres, qui passeront forcément par une intégration réussie. Et je dis bien bonnes conditions de vie, entre guillemets, parce qu'il faut savoir aussi que le luxe à l'université, c'est lorsque, je dis bien, c'est lorsque
on est sûr d'avoir là où faire glisser la tête pendant la nuit, et à une heure tardive. Une heure tardive pour ensuite se réveiller très tôt le matin et aller étudier. Une heure tardive parce que les chambres au niveau du campus social finissent par devenir le point de rassemblement de tout le monde. On veille jusqu'à 1h du matin, on veille jusqu'à 2h du matin. Donc il faut vraiment avoir sa propre stratégie qui vous permettra vraiment de pouvoir vous en sortir. Et je pense que voilà, c'est un fait ou bien une situation que nous tous nous partageons pour ceux qui vivent au sein du campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voilà, donc cette intégration aussi réussie dont je parlais tantôt passe le plus souvent par des journées d'intégration qu'organisent les amicales. Comme par exemple ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on peut l'appeler aussi, considéré comme étant une journée d'intégration. Parce que ça va nous permettre peut-être, avec le thème qui est en train d'être développé, de savoir réellement, par rapport à une situation pareille, vraiment quelle solution adopter. Ok. Et là, on voit aussi que ces journées d'intégration, comme le nom l'indique, commencent à perdre leur valeur parce que le moment auquel elles sont tenues ne permet plus d'intégrer, parce qu'on intègre celui qui vient de venir. Ok. Donc si on a peut-être la possibilité d'avoir une chambre, on voit ces camarades qui n'ont nulle part où aller. Nous sommes des frères, nous vivons dans les mêmes villages, nous vivons dans la même zone. Le fils de Moundé a un oncle à Djirnda, a une tante à Djirnda ou bien à Ngadior. Ce qui fait que moi qui suis ici logé à l'université de Dakar, je ne verrai pas mon frère de Djirnda faire la navette tout le temps. Si j'ai la possibilité de l'insérer quelque part dans ma chambre, je le ferai. Et ce qui arrive souvent, c'est ça. Ok. Donc, vu cette situation, il est parfois très difficile de combiner études et conditions sociales. Ok? Parce que les étudiants n'arrivent pas à se reposer ou à réviser dans leur propre chambre parce qu'elles sont souvent remplies de monde. Et pourtant, ils sont obligés de faire de bons résultats pour conserver la même chambre ou bien même à l'année prochaine, voilà, aller codifier dans une autre chambre. Ok. D'habitude, quand je demandais le siège social des étudiants de Djirnda, quand j'ai rencontré certains au niveau du Canal 4, ils me le donnaient. Et là, vraiment, je savais que c'est parce que peut-être c'était un peu compliqué à leur niveau, ok, de pouvoir héberger tout le monde, que les anciens, comme les Doudou, les Mandela, se sacrifiaient en essayant de laisser les autres la place de s'installer. Ok? Et voilà, c'est ça la réalité que nous vivons chez nous. À chaque fois qu'il y a le jeune frère ou bien la petite sœur qui est dans une situation inconfortable, l'aîné choisit de sacrifier son confort afin de le rendre service. Ok? C'est donc pour dire que réussir à l'université, si on peut le dire ainsi, n'est pas chose facile. Je le dis bien, surtout pour nous, c'est pas chose facile. Et pour la majorité des étudiants des îles du Saloum qui viennent ici à Dakar, même le tiers n'a pas la bourse. Je dis bien, le tiers n'a pas la bourse en première année.
Donc ça devient très compliqué pour eux de subvenir à leurs besoins. Et on voit aussi que cela se traduit par une incapacité notoire à supporter le coût des études supérieures qui coûte énormément cher. Étudier à la fac, ça demande beaucoup de moyens et surtout des moyens financiers. Donc si la poche, je ne dirais pas de l'étudiant, mais du parent n'est pas très bien remplie, là ça risque vraiment de créer un blocage par rapport à votre carrière universitaire. Et particulièrement chez nous, si je dis bien que c'est très compliqué pour nous, allons à Djirnda, allons à Moundé, allons à Ngadior, Diamniadio, Baoud, jusqu'à Fambine, Fayako et autres villages, on verra que le nouveau bachelier qui vient à Dakar, qui est à l'université de Dakar, qui n'a pas les moyens pour subvenir à ses besoins parce qu'il ne peut pas prendre ses dépenses en charge lui-même, est obligé de se rabattre sur le papa qui est au village. Et on sait que la source de revenus de papa, c'est la pêche, le poisson, les crevettes, ou bien même la récolte d'huîtres, la cueillette d'huîtres pour nos mamans. Et c'est cela qu'ils ou elles prennent pour quand même nous envoyer quelque chose qui pourrait nous aider à subvenir à nos besoins financiers. Sachant que vraiment, c'est pas facile. Je pense qu'il y aura peut-être une possibilité de solution qu'on essaiera d'aller trouver ensemble face à cette situation. Voilà. Concernant aussi ce qui est de la vie des étudiants dans les résidences hors campus, parce que là on est obligé d'aller un peu plus vite, vu vraiment le temps. On est en période de Ramadan et que là je pense qu'il y a des CNN, des Ngomen et surtout les Fayens qui ont l'habitude vraiment d'être assis le ventre rempli. Nous voyons que dès qu'on a le bac et qu'on vient à l'université, pour la majorité des étudiants orientés ici à Dakar ou dans les autres universités et instituts privés, vivent dans la capitale sénégalaise. Ok? Vous ne verrez pas un étudiant qui étudie à Dakar et qui après les cours rentre à Thiès ou rentre en Dangan Sambou. On est logé à Dakar, on étudie à Dakar. Et sur place, on voit que la plupart d'entre eux sont accueillis par des amicales, comme je l'ai dit tantôt, ou des associations qui assurent leur hébergement, quand on parle de la vie hors campus. Mais ils doivent faire face à l'exécuté des locaux, aux effectifs pléthoriques, bref, aux conditions de vie très difficiles. Vous savez, quand on parlait d'effectifs pléthoriques au niveau du campus social, ça n'a pas surpris l'Assemblée. Allons maintenant voir là où on a loué un appartement pour quand même avoir les conditions nécessaires à notre épanouissement, comme on l'espère. On voit que c'est très difficile. Déjà, il y a une pléthore d'étudiants. Le confort n'est pas au rendez-vous parce qu'on a des étudiants qui parfois habitent dans des locaux où ils peinent à avoir l'eau, ils peinent à utiliser sainement les toilettes de ces appartements. Donc c'est autre chose. Vu aussi cela, je pense qu'on est obligé d'en parler. Parce qu'après tout, nos frères et sœurs prennent leur argent pour payer un appart et à la fin, ça devient un calvaire. Donc le constat est tout à fait le même aux différents appartements, comme je le disais tantôt, des étudiants de la commune de Djirnda que nous, personnellement, avons eu l'opportunité d'aller visiter. Ça ne va pas surprendre. Parce que là, on voit que valises et matelas se mêlent par terre. C'est le premier constat.
Les sacs à main sont accrochés au mur, surtout pour nos sœurs. Ok? Ande tanet bo okino kinna dañ jega jego rajof. O garanga lok no rajof. O yono fa garanga finen. Voilà. Et dans ces appartements résident parfois 20 étudiants logés par les amicales. Je dis bien 20. Et parfois même on voit que c'est le minimum, 20 pour certaines amicales. Ressortissants, bien sûr, des différents villages respectifs, à savoir les villages qui composent la commune de Djirnda. Comme le soulèvent souvent certains étudiants, ou bien voilà les résidents de les pensionnaires autant pour moi de ces résidences, le premier mot d'ordre, c'est que la situation est très difficile. Et en y allant visiter même, on se rend compte que c'est très difficile. Je pense que ceux avec qui je partage le présidium ne vont pas me démentir. Particulièrement pour nous, étudiants des îles d'Isaloum et même de la commune de Djirnda, on voit que contrairement aux autres amicales rencontrées à l'université, parce que quand on vient aussi à la fac aussi, on essaie de peser pour savoir quel est notre poids par rapport aux autres. À l'époque, je ne dirais même pas à l'époque, mais avec l'ARS par exemple, on le faisait. Et ce qu'on avait l'habitude d'entendre, c'était que l'ARS est une grande amicale qui pouvait vraiment se permettre des choses inimaginables au sein du campus universitaire. Et maintenant, vu que l'ARS n'est plus là que pour fédérer et que chaque amicale ou bien chaque village essaie de créer sa propre amicale, histoire de pouvoir peut-être se prendre en charge eux-mêmes, croyant que voilà, c'est la forme ou bien la manière la plus simple de pouvoir quand même loger, héberger tout le monde. Voilà. Bonjour. Monsieur Dia, ça va? Ça va bien? Alhamdulillah. Je reviens au point sur lequel j'étais, à savoir la situation dans leurs locaux qu'ils louent hors campus. Le constat est presque général, parce qu'on voit que contrairement aux amicales des autres villages, ou bien même des autres communes ou départements rencontrés à l'université, qui perçoivent le plus souvent des subventions venant de leur mairie, vous pouvez rencontrer des amicales qui reçoivent jusqu'à 1 million de francs comme subvention venant de leur mairie, ou bien même parfois 700 000 venant de leurs conseils départementaux et même des associations villageoises. On voit des associations villageoises qui donnent la mission d'appuyer leurs étudiants afin qu'ils puissent quand même réussir leurs études universitaires. Ok? Le malheur est que la nôtre, qui est l'amicale des élèves et étudiants, ou bien même les nôtres, je dirais, des îles d'Isaloum, et particulièrement de la commune de Djirnda, c'est qu'on se sent laissé à nous-mêmes. Ok? On se sent laissé à nous-mêmes et nous constatons que le coût du loyer est à la charge des étudiants. Nous payons notre loyer, nous payons l'eau que nous consommons, nous payons aussi l'électricité, nous payons tout. Donc tout revient à notre charge. Et vu que en majorité nous sommes non boursiers, il y a un problème qui se pose. Parce que là, comme je le disais tantôt, la pression est transposée. Sur qui? Sur papa. Où est papa? Il est au village. Ou bien sur notre tuteur qui est ici à la banlieue de Dakar. Mais le plus souvent, c'est papa au village, ou bien même maman,
Et on voit même qu'on a tendance à fatiguer nos mères que vraiment à fatiguer nos parents, nos pères. Ok? Parce que naturellement, le premier recours d'un enfant, c'est sa mère. Ce qui fait que si la situation est très alarmante, la première idée qu'on a en tête, c'est d'abord de faire appel à sa maman. Et cette pression que nous vivons au quotidien, on la transpose au village, à des kilomètres de Dakar. Espérant quand même qu'une issue heureuse sera trouvée à notre problème. Ok? Parce que là, comme je le disais tantôt, on est obligé de payer le loyer, on est obligé de payer l'eau, l'électricité et même notre restauration. Et je disais tantôt que ce n'est pas évident. Déjà, il y a des étudiants de la commune, ou bien même des étudiants de manière générale, qui peinent à avoir 100 francs pour se procurer un ticket de restauration. Et 100 francs, on sait que c'est le dîner et le repas. Et 75 francs, j'espère bien, pour le petit-déj. Voilà. Donc, c'est un problème. Les parents qui sont au village sont obligés de trouver les moyens financiers afin qu'ils puissent quand même régler le problème que vivent leurs enfants qui sont à Dakar et au quotidien. Je dis bien au quotidien parce que le problème réside et sera toujours là. À cela aussi vient s'ajouter le coût de nos frais d'inscription. Tu viens à la fac en première année, tu dois t'inscrire en licence 1, on te demande une inscription de 25 000, je pense bien, 25 000 francs en licence 1, licence 2 et licence 3. En master, tu dois t'inscrire avec 50 000 francs et en doctorat avec 75 000 francs. Revenons en arrière. Mon papa, qui n'a que la pêche, qui parfois ne marche pas. Les crevettes, c'est par saison. Les huîtres, c'est par saison. Ce parent a l'obligation de supporter toutes ces charges parce que son fils, sa fille qui est à Dakar n'en est pas capable. C'est un lourd fardeau. Parfois parce que ce n'est jamais simple. Ce n'est jamais simple. Ok? Il y a aussi les supports pédagogiques que l'étudiant doit se prendre en charge. Voilà. On est là pour étudier, on n'est pas là pour manger. Bien vrai qu'on ne peut pas étudier sans manger. Donc si toutefois on peine à avoir ce support pédagogique, on se dira qu'on n'est pas outillé pédagogiquement au même niveau que les autres étudiants. Et ça va forcément impacter. Ça va forcément impacter. Voilà. Donc la particularité que nous notons à ce niveau, c'est que nous sommes confrontés à de réels problèmes financiers. Surtout les étudiants qui vivent dans ces appartements. Et pourtant, il arrive quand même à assurer le minimum, histoire de pouvoir se sentir à l'aise, essayer de s'épanouir, de rassurer ceux qui sont de l'autre côté, pour leur faire savoir que malgré tout, on parvient à tenir les deux bouts. Ok? Et c'est pourquoi quand les étudiants vont au village, certains viennent vous dire non, ils ne fan okingenu quoi. Déjà le terme fanok, c'est des quartiers résidentiels pour celui qui connaît Dakar. Ino fas ingenu fas de l'orme ingenu, ino medina ingenu, ino wengen gueule tapé. Il y a certains qui vous envient malgré tout, parce qu'ils aimeraient aussi être là où vous êtes.
ok, sont vos petits frères et sœurs qui sont au lycée, au CM et même au primaire, mais aussi ceux qui, en cours de route, ont dû abandonner les études pour aller peut-être faire autre chose. Ok, donc on voit que dans ces logements, ces résidences hors campus, nous sommes tous des parents, nous venons de la même zone, de la même localité, et comme je le disais tantôt, moi qui suis originaire de Ngadior, j'ai un frère qui est à Djirnda. Il y a ma tante qui est à Djirnda, il y a mes oncles qui sont à Djirnda. Donc, une fois que son fils et moi, nous nous rencontrons à l'université, on est obligé de vivre ensemble. On est obligé de communier. Et malgré toutes les difficultés dans lesquelles ils vivent, ces étudiants qui résident dans ces appartements parviennent quand même à établir un code de conduite qui leur permette d'installer une entente parfaite au niveau de ces logements. Et comme par exemple, vous irez dans des appartements où on vous dira que le règlement intérieur de cette résidence, d'abord, c'est d'éteindre les lampes à 23 heures pour permettre à tout le monde vraiment de pouvoir se reposer, se coucher à temps, se réveiller à temps, pour quand même pouvoir être en mesure, ok, de faire face à la journée longue qui s'annonce. Interdire aussi parfois de recevoir de la visite après 22 heures et sortir après 22 heures. Parce qu'on sait que quand on revient, il y a certains qui étaient en train de dormir et qu'on est obligé de déranger. Ok? Et parfois on voit, je parle en connaissance de cause, moi qui ai été président d'une commission sociale et qui avait logé des étudiants hors campus. Et c'est le premier logement des étudiants hors campus de l'université, en fait de l'ARIS, que nous avons expérimenté. Il y a des étudiants qui ne payent pas à temps parce qu'ils sont obligés de payer pour rester à vivre dans ces appartements. Et la charge nous revient. Parce que moi qui suis président de la commission sociale, avant d'aller en parler au président de l'amicale, j'étais obligé, avec mes maigres moyens, de supporter le coût, histoire d'attendre que l'autre paye pour que je me fasse rembourser. Ok? Et parfois, il y a des problèmes qui, quand ils dégénèrent, on est obligé de faire appel à ce même président de la commission sociale qui va tout gérer. Je pense que c'est des pressions que vous vivez au quotidien. Ok? Parce qu'on ne peut pas vivre ensemble et se dire qu'il n'y aura pas de problème. Mais la grandeur, c'est qu'après devant tout problème, il faut essayer quand même de trouver une solution. Peut-être que nous, à notre niveau, on ne peut pas trouver la solution à ce problème. On se rabat automatiquement sur le président de la commission sociale qui va gérer ça à sa manière. Et sachant aussi qu'il y a un code de conduite qui a déjà été établi, ça lui facilite la tâche. Ok? Donc, on loge, ou bien on est logé dans des appartements où vraiment les conditions laissent à désirer, mais quand même, on est à l'abri de certaines choses, de certains besoins. Parce qu'on voit qu'avec ces logements, les étudiants sont épargnés de déplacements. Je le disais à l'entame de mes propos. Moi qui quitte la banlieue dakaroise pour venir enseigner ici au lycée de la Fosse chaque jour, je partage le véhicule avec des étudiants qui se lèvent, certains à 4 h du matin, d'autres à 5 h du matin, pour s'assurer d'arriver à temps, prendre le petit déj à temps et aller dans les amphis à temps pour pouvoir quand même occuper une bonne place qui vous permettra de suivre le cours dans les meilleures conditions. Sinon, vous allez faire comme je l'avais fait lors de ma première fois au campus pédagogique, à savoir se tenir à des dizaines de mètres du professeur, là où vraiment tu vas peiner à suivre le cours parce que tu ne vois pas, tu n'entends pas. Et voilà, la seule solution qui s'impose le plus souvent, c'est de retourner à sa chambre ou bien même de rentrer
à la maison, à savoir en banlieue, pour celui qui fait la navette. Et voilà, vu que ces logements épargnent les étudiants, les nouveaux bacheliers surtout, de déplacement et tout. Je dis bien nouveaux bacheliers parce que ce qu'on voit, c'est que les amicales ont tendance à adopter un système parrainage. Et je l'ai même appris avec nos frères qui sont là, ok, les Ibrahima, les Doudou et autres, et même voilà, les étudiants des autres villages. Parce que ce qu'on vous dit, c'est qu'on a laissé l'appartement aux jeunes, puisque nous sommes maintenant habitués au milieu, on sait comment vraiment se tenir par rapport à certaines situations, par rapport à certains problèmes, mais nos jeunes frères et sœurs qui viennent de débarquer, il faut vraiment qu'on leur laisse de la place. Ok? Donc c'est ce que je disais tantôt. Et ce qui est en rapport avec ce système de parrainage, c'est que un étudiant de chaque filière parraine parfois un autre étudiant, nouveau bachelier de la même filière. Je l'ai vécu, Badou Ndiaye l'a vécu, parce que nous, la chance que nous avions quand on venait à la fac, c'était que moi qui faisais anglais, j'avais mon frère cadet Birama Sarr, qui était mon parrain. Badou qui faisait les sciences éco, il avait aussi la chance de trouver Mahmoud Abdallah John sur place. Et nous partagions la même chambre. Donc il y avait moins de difficultés. Et parfois même, toujours dans le cadre du parrainage, ce parrain parfois se sacrifie même pour vous donner à manger. Et il sera le seul à vraiment à subir le coup, c'est-à-dire à supporter la faim, juste pour vous faire manger, vous aider à manger. Ok? Donc il y a un sacrifice qui est en train d'être fait, et ça il faut quand même le reconnaître. Ok? Donc pour une intégration rapide et facile des nouveaux bacheliers, parce que le plus souvent ce sont eux qu'on laisse au niveau des appartements, et je dis bien bacheliers publics, privés, parce qu'on voit des étudiants qui sont dans le public, mais il y a aussi des étudiants qui sont dans le privé. Moi qui vous parle, j'en ai certains cas, ok, des îles du Saloum même, des étudiants à qui voilà, j'ai en anglais dans certains instituts privés de formation professionnelle. Ok, et je suis conscient vraiment des difficultés dans lesquelles ils vivent, je vous assure. Ok, donc il s'agit de faire en sorte que chaque ancien d'une discipline, je l'ai dit tantôt, puisse quand même parrainer ou servir d'encadreur au nouveau bachelier qui vient d'arriver. En plus, les parrains leur offrent des tickets pour aller manger et tout. Voilà. Donc, c'est comme si ce parrain substituait votre papa, substituait votre maman ici à Dakar. Ok? Parce qu'il était censé vous prendre en charge dans plusieurs domaines. Ok? Le temps de vraiment faire les sacrifices nécessaires pour vous aider à réussir votre cursus. Et voilà, on voit que la gestion de ces appartements n'est pas chose aisée. Je l'ai dit tantôt pour vous qui êtes les anciens, comme on a l'habitude de le dire. Il demande parfois beaucoup de démarches administratives et de sacrifices. Et en plus du manque de moyens aussi financiers, l'étroitesse des locaux, les effectifs pléthoriques, la mixité des appartements, parce qu'on voit dans des appartements où garçons et filles sont obligés de vivre ensemble. Les filles autant pour moi, dans une chambre, les garçons dans une autre. On se partage les mêmes toilettes, on partage la même véranda, si elle n'est pas transformée en dortoir. Ok? Donc c'est pas facile du tout. Ok? L'alimentation aussi et la prise en charge médicale constituent de réelles préoccupations dans ces logements, dans ces résidences hors campus. Un étudiant qui est malade, c'est un problème. Ok? L'alimentation, on est obligé de quitter
les appartements, même si vous résidez à 1 kilomètre du restaurant universitaire, vous êtes obligé à chaque repas de quitter cet appartement pour venir vous restaurer au niveau du campus social avant de retourner à l'appartement. Ce n'est plus une promenade digestive parce que avant d'y arriver même vous avez faim. Ok? Et on voit que le dernier recours qu'on a, c'est le pain. Parce qu'après chaque repas, on a l'habitude à nous donner du pain. Ok? Et voilà, ceci aussi est lié à certaines maladies parce qu'on consomme trop de pâtes. Et par la suite, on voit que beaucoup d'étudiants, à la sortie de l'université, sont atteints de colopathie. Tu vois? Donc c'est un problème. C'est un problème. Mais malgré tout, le constat que nous avons fait, c'est que les étudiants parviennent quand même, je le dis, parviennent toujours à surmonter tous ces obstacles. Ok? Cela nous permettra peut-être de clore notre présentation, juste en disant que, en résumé, la situation sociale des étudiants de la commune de Djirnda est très alarmante, je l'ai dit tantôt, parce que c'est des choses que nous avons vécues. Peut-être que nous avions eu la chance de résider même au sein du campus social de l'université de l'UQAT. Mais là, on voit nos frères et sœurs qui vivent à l'extérieur avec tous les sacrifices que cela demande. Donc, c'est vraiment une chose sérieuse qui mérite vraiment une réflexion plus approfondie. Et cela va de la promiscuité des amphithéâtres à l'incommodité des chambres. Les chambres sont incommodes, il y a un manque de confort. Et néanmoins, derrière chaque difficulté, on a tendance à le dire, il y a une ou des opportunités. Et cela me pousse à m'interroger sur le fait que, ok, s'il y avait, je dis bien, plus d'implication des parents, et les parents, je ne parle plus de papa et maman parce qu'on voit les sacrifices qu'ils sont en train de faire. La particularité des îles aujourd'hui, et plus particulièrement de Djirnda, c'est l'immigration clandestine. Ce qui fait qu'il y a nos frères qui sont à l'extérieur et qui pouvaient nous valoir de soutien. Ok? Donc s'il y avait peut-être plus d'engagement à ce niveau, des autorités politiques aussi de la localité, parce qu'on voit que pas mal d'amicales qui sont épargnées de certains besoins ici à la fac sont soutenues par leur personnalité politique, ou bien même je dirais leurs institutions, à savoir les mairies, les conseils communaux, les conseils départementaux, etc., etc. Mais il y a une particularité au niveau de notre commune, peut-être c'est que, ou bien même des îles du Saloum, chaque village essaie de créer sa propre amicale. Et ça complique davantage la situation. Ok? Voilà. Donc, peut-être que si, je le répète, les parents, les autorités politiques, les cadres, mais aussi surtout les étudiants eux-mêmes, s'engager davantage. Je pense que, ou bien nous pensons que cela constituerait une solution définitive au problème des étudiants de la commune de Djirnda. À ces propos, je m'en vais clore ma présentation. Merci.